Re-bienvenue à tous et bonjour aux personnes qui nous suivent via la retransmission en live. Je vous propose de faire, les intervenants vont se présenter rapidement et puis après moi j'ai préparé des questions qui me semblaient pertinentes sur le sujet de comment taper dans l'œil d'un recruteur et après on passera dans le public pour répondre à vos questions spécifiquement. Et ben donc c'est parti. Je vais peut-être laisser Caroline se présenter en première et puis après je vous laisse vous répartir. Très bien. Enchantée. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Caroline. Du coup, je fais partie d'Ignition Programme. On n'est pas ici sur des stands, donc c'est normal si ça vous parle pas trop. Mais on est partenaire aussi d'Xange. Et je suis ici avec deux autres de mes collègues, Agathe et Antoine, qui travaillent avec moi sur les partenariats et comment aider les candidats aussi dans leur recherche d'emploi, puisque peut-être déjà pour dire un peu qui je suis. Donc, moi, j'ai 25 ans. Je suis chez Ignition Programme depuis bientôt 1 an et je gère toutes les relations écoles en plus de mon travail puisque je suis coach et recruteuse chez Ignition Programme. Et alors, Ignition Programme, on est une start-up en fait, qui existe depuis bientôt 10 ans. Nous, on a voulu s'inscrire comme facilitateur de la rencontre entre des personnes qui allaient chercher un job en start-up et des start-up. Du coup, pour ce faire, il y a 2 équipes qui travaillent. Donc, l'équipe des coachs dont je fais partie, où nous, on est vraiment là sur l'accompagnement des candidats avant, pendant et après cette période-là. Et il y a une autre équipe qui s'appelle les matchmakers, qui sont des sales un peu plus, et qui accompagnent les startups sur leur développement et notamment sur la partie recrutement. Donc voilà, on accompagne pas mal de profils dans plus de 1500 startups de tout secteur. Et on ne fait pas que ça, parce qu'on a aussi une équipe de formation. On a aussi un club Bootstrap pour des entrepreneurs qui ont les mêmes valeurs que nous. Et puis aussi une équipe internationale qui gère pas mal de villes européennes. Et je voulais juste aussi finir en disant que moi, si j'ai rejoint Ignition Programme, c'était aussi pour les valeurs de la boîte, puisqu'on est très tourné sur l'épanouissement au travail. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi, et dans mon travail, et pour mes candidats. Donc, je suis hyper heureuse de pouvoir vous parler aujourd'hui pour essayer de vous aider aussi à trouver votre épanouissement dans votre futur job. Merci, vous m'entendez bien du coup? Top. Ça va être beaucoup plus court. Moi je m'appelle Marie du coup, j'ai 31 ans. Je suis du coup talent lead chez Coinhouse depuis 1 an. Alors si vous savez pas, ouais, là comme ça c'est bon. J'ai peur parce que je parle très fort, du coup j'ai peur de tuer les gens. Du coup, moi ça va être plus court. En gros, si jamais vous savez pas ce que c'est un talent acquisition lead, moi j'aide en fait les managers et la boîte en fait à grossir de manière pérenne. Donc en apportant des process, des solutions, en challengeant aussi beaucoup les managers sur leur plan de recrutement, la façon de mieux recruter, comment est-ce que finalement aujourd'hui on attire les meilleurs talents. Ça fait aussi partie de mon travail. Et du coup, je suis hyper contente de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous parce que j'aide des candidats et en fait des personnes tous les jours à faire des matchs. Moi, je crois beaucoup aux matchs professionnels autant que le match amoureux. Donc, du coup, voilà, je suis hyper contente de pouvoir échanger avec vous. Ah, bah, t'as déjà Enchantée, moi je suis Marine, je suis responsable recrutement depuis 1 an chez Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, c'est une société qui est à la frontière entre le média et la tech et qui a pour ambition de venir revoir un petit peu la façon dont on gère nos relations avec le travail. Et donc on propose aussi une plateforme de recrutement donc sur notre site où on a plus de 5000 clients qui diffusent des annonces. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et voilà, donc ravie en tout cas de faire votre connaissance et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Du coup, l'objectif pour aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des clés de réponse sur comment taper dans l'œil du recruteur que vous souhaitez, de la startup que vous souhaitez intégrer. Donc, on va aller droit au but. Selon vous, qu'est-ce qui a le plus de poids lorsque vous étudiez une candidature? Est-ce que c'est la lettre de motivation, le CV ou peut-être d'autres choses? Qui veut prendre la parole? Je vous laisse y aller. Alors, nous, de toute façon, quand on commence à étudier un CV, en tout cas chez Ignition, on commence toujours par une candidature, on commence toujours par le CV. Et c'est vrai que ce qu'on va essayer de chercher, c'est un CV qui répond à la règle des 3 C, c'est-à-dire un CV qui soit clair, concret et concis. On retrouve facilement toutes les informations importantes pour nous. Et pour des profils peut-être plus juniors, qui ont moins d'expérience, ou des profils qui essayent de switcher de métier, on s'intéresse aussi pas mal aux motivations et aux chiffres qui vont être mis dans le CV pour se rendre compte à quel point le candidat peut avoir de l'impact dans ses précédentes expériences, même dans des stages.
Peut-être pour compléter, on peut nous aussi avancer sur des process de recrutement avec des candidats qui n'ont pas de CV, mais qui ont un profil LinkedIn qui est détaillé et documenté. Et en parallèle de ça, ce qu'on va regarder aussi, c'est au-delà peut-être de la lettre de motivation, mais le mail de motivation avec un petit paragraphe assez clair et concis sur le projet professionnel du candidat qu'on rencontre. Ouais, moi, je suis plutôt expertisée sur les pôles tech et produits. Donc, effectivement, si vous postulez dans un domaine tech, que ce soit de la reconversion ou quoi que ce soit, la première chose que je vais regarder, moi, c'est le lien vers le GitHub. C'est hyper intéressant parce que vous pouvez aussi avoir des projets perso qu'il faut absolument mettre en avant. En vrai, un CV traditionnel sur un poste en tech ou en produit, ça apporte pas de vraie valeur. Et c'est ce que je disais à des candidats tout à l'heure. Il faut jamais que votre LinkedIn et votre CV soient décorrélés. Parce que des fois on voit en fait des CV qui sont soit super bien faits et en fait finalement il faut jamais négliger LinkedIn. Moi c'est la première chose que je vais regarder avec le GitHub. Donc du coup voilà. Et donc là, vous avez un peu décrit sur, on va dire, la première étape de séduction qui peut s'opérer entre une start-up et un candidat, donc le CV, la lettre de motivation. Mais globalement, ça ressemble à quoi aujourd'hui, votre processus de recrutement et peut-être toutes les étapes qui amènent à un jour intégrer l'entreprise pour laquelle vous travaillez? Moi, j'essaye de faire en sorte que ce soit relativement court, mais intense, dans le sens où il y a... Je vais encore parler, par exemple, pour la tech, pour les populations, entre guillemets, pénuriques. Alors, j'aime pas utiliser ce mot-là parce qu'en fait, c'est pas forcément vrai. Enfin, tous les métiers le sont aujourd'hui, surtout dans les domaines dans lesquels aujourd'hui on recrute. Moi, je dirais plutôt qu'il faut en fait que le candidat puisse se projeter assez rapidement. Moi, ce que j'ai fait, c'est la première chose que j'ai fait en arrivant chez CoinHouse, c'est d'arriver à avoir le process dont j'aurais eu envie en fait en tant que candidat. Moi, je veux pas passer mon temps, je veux pas perdre du temps à rencontrer des gens avec qui finalement je travaillerai pas, et au contraire, je veux aussi prendre le temps de rencontrer les gens avec qui je vais travailler. Donc en gros, ça tient en 4 étapes. La première, c'est vraiment un premier échange un petit peu culture sur avec moi et avec quelqu'un qui est dans l'équipe déjà directement. Par exemple, pour un poste de product manager, en fait, j'ai un product manager qui travaille chez CoinHouse déjà avec moi, qui va déjà être là sur le challenge un peu plus technique et qui va vraiment permettre aux candidats aussi de pouvoir se projeter dans notre culture produit. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien parce qu'en fait, le fit peut s'opérer relativement vite aussi. Après, il y a un échange avec bien évidemment l'hiring manager et puis après, il y a souvent un case. Et puis la dernière étape, c'est un petit échange un peu plus pour closer le candidat avec notre partie people. Hyper important, si vous avez une partie people, c'est là en fait qu'on met en avant les carrières des gens, c'est là où on met en avant les idées aussi. Donc en gros, j'essaye de faire en sorte que ce soit court, mais qu'il y ait beaucoup de monde qui soit rencontré chez nous, en tout cas. Nous, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu différent parce que chez Ignition Programme, vous allez intégrer le programme qui, derrière, va vous mettre en relation avec des entreprises et vous allez pouvoir ensuite, comme chez CoinHouse, aller faire les process chez eux. Mais avant de sélectionner, pour sélectionner en fait nos candidats, nous, on a une première étape, c'est une étape du dossier. Pour un candidat qui nous connaît, qui postule directement sur notre plateforme, on vient évaluer son CV, sa motivation et voir à quel point est-ce que ce que lui recherche est en adéquation avec ce que nous, on peut lui offrir. Parce qu'évidemment, l'objectif, c'est de vous aider, pas de créer de la frustration. Pour les profils qui vont être chassés, puisqu'on fait aussi de la chasse sur LinkedIn, c'est vrai que ce qui nous aide, c'est des profils LinkedIn qui sont bien faits, qui peuvent être open to work, par exemple, c'est des éléments importants. Et on vient appeler la personne potentiellement intéressée une dizaine de minutes, pareil, pour se rendre compte si ce qu'ils recherchent est en adéquation avec ce que nous, on peut proposer. Et la deuxième étape, qui est une étape très importante pour nous, c'est l'entretien. C'est un entretien d'environ 45 minutes qu'on réalise avec les candidats, qui est en 3 étapes. Une étape où on va d'abord se projeter sur ce que vous recherchez, une étape où on reprend vos dernières expériences et enfin on vous présente un peu mieux le process, quelle est la suite. Et en fait, dans ces entretiens-là, on va venir vérifier 3 éléments qui sont importants pour nous et pour les startups qu'on accompagne. C'est que vous soyez smart, que vous ayez de l'initiative et que vous soyez hands-on, c'est-à-dire que vous soyez capable de mettre les mains dans le cambouis. Donc ça, c'est les 3 éléments phares qu'on va venir checker sur la suite du process.
Peut-être rapidement pour compléter, nous, chez Welcome to Jungle, on se dit qu'on a plutôt deux grandes compétences qui sont évaluées pendant les processus de recrutement. Donc la première, c'est vraiment la partie hard skills et compétences, expertise liées au job pour lequel vous postulez. Et en parallèle de ça, vraiment une évaluation de votre adéquation avec les soft skills et les valeurs qui sont vraiment le tronc commun tous les collaborateurs chez Welcome. Et ça, ce sont vraiment deux évaluations qui ont le même poids. Et peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, nous on a vraiment aussi un parti pris où on se dit que pour qu'un candidat puisse se projeter dans la culture chez Welcome, il a besoin aussi de rencontrer des personnes avec qui il ne travaillera pas directement. Et donc ça, en général, juste pour donner un peu plus de contexte, c'est des étapes qui sont accessibles sur les fiches de poste et donc quelqu'un peut savoir un peu quelles sont les 3-4 étapes qui les attendent. Et j'aimerais juste rebondir sur une chose que je trouvais intéressante que tu as abordée, Marie, sur la partie hiring manager. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien différencier entre la personne donc, de l'équipe RH qui s'occupe de faire on va dire, je vous laisserai compléter, mais peut-être de lancer le processus de recrutement. Et puis après, la personne, une fois qu'elle est relativement qualifiée pour le poste que vous recrutez, elle va arriver sur des étapes avec le manager qui recrute. Donc l'équipe, peut-être sur ce process-là, c'est un peu comment se fait la transition, qu'est-ce qui fait qu'un candidat du coup valide la partie un peu présélection, si je puis dire, qui après passe sur la partie avec le manager qui recrute. En fait, je pense que la première chose, c'est que quand vous êtes candidat, en fait, c'est vous qui êtes le client, quoi. En gros, je pense qu'il y a une dichotomie entre des candidats qui vont se sous-évaluer et des candidats qui vont se surévaluer, mais il ne faut jamais oublier qu'on est là en fait pour créer un match, donc vraiment en fait avoir autant d'envie d'un côté que en fait, de l'autre côté. Donc il ne faut jamais aussi essayer de se plier en fait finalement à ce que l'entreprise voudrait. Parce qu'en fait, finalement, ça va peut-être durer 6 mois où on va être heureux, mais en fait, après, on va vite se rendre compte que ce n'était pas forcément ce qu'on voulait faire. Donc, ma première question, moi, vraiment, quand je commence à échanger avec un candidat, c'est qu'est-ce qu'il recherche. Avant même, en fait, de lui parler de ce que moi, je recherche, c'est de voir... Pardon, excusez-moi. C'est vraiment de voir si ce que lui recherche peut être en adéquation avec ce que nous, on est capable de lui proposer. Donc moi, mon premier filtre, ça va être ça. Ça va être de voir chez CoinHouse, on a plusieurs piliers. Il y a vraiment cette émulation intellectuelle, c'est de voir si la personne aime transmettre, aime apprendre, la curiosité. Je vous ai pas parlé de ce qu'on faisait chez nous, mais nous, on est en fait une entreprise dans la crypto-finance. Donc en gros, on fait le pont entre la finance traditionnelle et le domaine des crypto-actifs. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Donc on est sur un domaine qui est relativement de niche et donc il faut avoir de la curiosité. Enfin, il faut être curieux de l'environnement. C'est un environnement qui n'existait pas il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas et il y a plein de choses qu'on peut apprendre nous aussi. Donc ça, c'est vraiment un des premiers éléments que moi, je vais aller regarder. Après, il y a ce côté adaptabilité de savoir un petit peu... si la personne préfère être en autonomie, si la personne préfère avoir un manager qui mette un cadre, etc. Voilà comment aujourd'hui, moi, j'évalue un candidat. Alors, si on repart sur un poste de product management, moi, je ne suis pas product manager, quoi. Moi, je suis la personne qui fait en sorte de voir si ça peut fonctionner en termes de ce que nous, on recherche. Et puis, une fois que ce premier filtre-là est fait, en fait, on fait rencontrer la personne avec qui cette personne va travailler vraiment en direct, quoi. Je ne sais pas si Marine ou Carline, vous avez des choses à rajouter Ouais. Peut-être sur cette première étape du process de recrutement, qui est un entretien avec le recruteur, je dirais que c'est vraiment pas une étape qu'il faut négliger. C'est-à-dire en fait, le process de recrutement commence à ce moment-là, et c'est une étape qui est cruciale pour pouvoir être sélectionné pour avancer sur la suite du processus. Et donc, il s'agit de venir préparer et être capable finalement de se présenter en 2-3 minutes, mais aussi de mettre en avant un projet phare sur lequel vous avez pu travailler, qui est hyper représentatif de vos compétences, et commencer bien sûr à se renseigner sur l'entreprise, sur le projet, avoir des questions aussi finalement qui vont vous permettre de vous projeter et vous savoir si c'est en fait la bonne opportunité pour vous, quoi.
C'est vrai que sur ce premier call de screen, en général, j'envoie toujours à mes candidats pas mal de conseils parce que je sais qu'on ne sait pas toujours comment faire pour bien se préparer. Le call de screen est en effet hyper important et il y a énormément de personnes qui se cassent les dents à ce moment-là parce qu'ils ne se sont pas suffisamment préparés. Il y a un avant, un pendant et un après d'un call de screen. En effet, sur la préparation, bien se renseigner. Moi, je dis souvent avec mes candidats d'aller notamment sur Welcome to the Jungle où vous avez mis plein d'infos en fait, sur la boîte et il ne faut pas hésiter à aller taper juste le nom de la boîte sur Google. Vous avez toute l'actualité récente. Une levée de fonds, par exemple, c'est hyper important. Vous ne pouvez pas venir en entretien sans savoir que la boîte prépare ou vient de faire une levée de fonds. Bien se renseigner sur son interlocuteur aussi et avoir en tête des questions pertinentes. Je rajouterais peut-être le mot pertinent. Éviter les questions peut-être trop bateaux. Justement, quand on se renseigne, on trouve très vite des petites questions à poser. Et enfin, il y a un après qui est toujours important. Moi, je trouve ça aide à mes candidats d'envoyer un petit mail de remerciement où peut-être qu'on peut remettre en avant les enjeux, être sûr qu'on a bien compris les enjeux de la boîte, du poste, expliquer pourquoi est-ce que nous, ça nous motive et pourquoi est-ce que potentiellement vous seriez la bonne personne pour ça. Ça ne veut pas forcément dire que vous arriverez à passer, mais au moins ça confirme votre motivation et vous resterez un peu plus dans la tête du recruteur. Super. J'ai peut-être une dernière question avant de passer sur les questions du public, s'il y en a. C'est quoi les erreurs à éviter? Donc là, on vient d'entendre préparer des questions qui soient pertinentes, mais déjà préparer des questions, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu à éviter ou dans l'inverse est un peu plus positif? Qu'est-ce qui fait la différence pour vous? Est-ce que vous avez des exemples de candidats qui vous auraient marqué encore jusqu'à aujourd'hui et peut-être sans dire aux personnes de copier exactement ce que la personne a fait, mais peut-être de leur ouvrir un peu des idées, quoi. Peut-être sur quelque chose à éviter, on s'en est pas parlé tout à l'heure, mais c'est plutôt la lettre de motivation. C'est super d'en faire une, mais si elle est personnalisée et qu'elle est vraiment adaptée au job pour lequel vous postulez dans une entreprise spécifique, une lettre de motivation qui a été envoyée de manière hyper générique, et on sent en tout cas que ça fait partie de la candidature envoyée à 20 entreprises, ça peut que desservir. Donc c'est-à-dire c'est un exercice sur lequel si vous le faites, c'est super, mais prenez le temps. Sinon vous pouvez juste postuler avec un CV et puis un petit mail, un petit paragraphe de motivation, quoi. Et du coup, sur l'entretien, vraiment les grosses erreurs que je vois souvent de mes candidats, j'ai beaucoup de candidats qui parfois essaient de se survendre pour montrer qu'ils sont bons, surtout sur des profils sales en général, sans vouloir donner de clichés. Mais en fait, il faut rester soi-même, il faut rester humble et mettre en avant que, en fait, moi, j'ai l'impression que vous me disiez la vérité, qu'il y a une vraie relation de confiance avec la personne en face. Parce que si déjà, dès le début, je me dis, oula, cette personne a un petit manque d'humilité et je ne suis pas sûre qu'ils me disent la vérité, ça ne me donne pas forcément envie qu'ils soient dans mes équipes. Ensuite, ce qui est très important, c'est l'écoute. Les candidats qui n'écoutent pas, c'est toujours assez déroutant. Écouter les questions, mais aussi les réponses parfois que nous, on peut donner. Après, je dirais aussi c'est une question d'attitude, être poli, être à l'heure. Être à l'heure, c'est bête, mais c'est pas toujours le cas. Et savoir mettre les formes en fait aussi dans la présentation. Je vous dis pas, on n'est pas en conseil, en audit financier, vous n'êtes pas obligé d'être avec votre costard cravate, mais voilà, avoir un peu de tenue aussi quand même en entretien, c'est quelque chose qui est hyper important et clairement c'est pas tout le temps le cas, donc c'est des choses à avoir en tête. Moi, je vais rebondir sur l'outfit. Il faut que vous mettiez quelque chose dans lequel vous vous sentez confortable. Donc, on évite le jogging, bien évidemment. Mais en fait, on sent tout de suite quand vous êtes mal à l'aise. Et justement, en fait, porter des vêtements qu'on aime bien, c'est hyper important parce qu'on a confiance assez naturellement. Dans le deuxième point à éviter, moi, j'en ai eu, et justement, dans un candidat qui m'a marqué, mais pas de la bonne façon, c'est est-ce que vous pouvez juste répéter ce que vous faites parce que j'ai tellement d'entretiens. Franchement, je suis restée comme ça, comme je vous regarde là j'étais là, ok, d'accord, et ça m'est vraiment arrivé. Qu'est-ce que je pourrais... je le disais un peu tout à l'heure, mais vraiment, miser tout sur LinkedIn, en fait, parce que nous, c'est plus lisible pour nous d'aller regarder un LinkedIn que d'aller regarder un CV. Pour les couleurs aussi du CV, préférez le monochrome, genre blanc-noir avec un petit peu de couleur, parce qu'en fait, dépendamment de l'écran sur lequel on va le lire par rapport à la luminosité, ça peut en fait enlever des informations ou ça peut juste nous faire très mal aux yeux. J'avais vu un CV incroyablement beau, mais du jaune fluo et du vert fluo. Ça marche pas sur un écran de Mac. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense qu'il faut juste avoir confiance en vous. Déjà, il faut partir de ce modèle-là. Et pour ça, il faut s'entraîner.
Moi, quand j'ai commencé à passer des entretiens, je m'entraînais en me timant devant le miroir. Alors, c'est très bizarre au début, mais en fait, ça nous aide vraiment à structurer notre discours. Et il faut toujours se dire qu'une présentation d'un candidat, c'est entre 2 et 4 minutes. Parce qu'après, en fait, on va avoir trop d'informations, nous, sur lesquelles on ne pourra pas rebondir et ça va être hyper frustrant. Mais surtout, c'est que sur les informations qu'on n'a pas, on va pouvoir aller les chercher, quoi. Donc, il faut que, peu importe en fait ce que vous avez fait dans la vie, il faut que votre description tienne entre 2 et 4 minutes. Donc, pour ça, il faut clairement s'entraîner, quoi. Je voulais juste rajouter un petit truc et surtout souriez. Ayez l'air sympa. Je suis sûre que vous l'êtes, donc souriez et essayez d'être décoincé. Je sais que quand on est stressé, c'est dur, mais ça fait souvent la différence. Top, écoutez, merci déjà pour toutes vos réponses sur les questions que nous, on avait préparées. Est-ce que dans le public, super. Lorsque vous avez parlé du CV et que vous regardez justement, vous avez dit que vous regardez beaucoup les chiffres, ça serait quoi comme type de chiffres justement que vous regardez ? Ça peut être plein de types de chiffres et ça va vraiment dépendre du métier. Sur un sales, évidemment, à quel point est-ce qu'il a pu atteindre ses objectifs aussi. Mais en fait, je me dis, quel que soit le métier, tu pourras trouver des chiffres. Il faut juste qu'ils permettent de donner, en fait, de me faire me rendre compte de quel était l'impact de ton travail. Est-ce que par semaine, tu gérais un dossier ou tu en gérais 10 ? Par exemple, c'est bête, ou par an pour un TAM, est-ce que tu as fait 5 recrutements ou tu en as fait 50 ? Voilà, c'est des informations qui sont importantes et qui me permettent de mieux me projeter et de savoir concrètement ce que tu as fait. C'est juste apporter de la précision en fait dans les réalisations que vous avez pu avoir. Ouais, en fait, il faut que le chiffre soit corrélé avec une donnée que nous, on est capable d'exploiter, entre guillemets. Si par exemple, on peut repartir sur un poste de talent acquisition spécialiste, si entre guillemets le taux de conversion est de 80%, ça veut dire quoi un taux de conversion de 80%? Est-ce que c'est 100% des CV qui sont rentrés? Est-ce que c'est finalement des profils qu'on a chassés, etc. Donc il faut en fait qu'on puisse être capable de nous exploiter la donnée. Je voulais juste rebondir sur le CV et sur la lettre de motivation, ça me semblait juste hyper logique, mais les fautes d'orthographe, je pense qu'on n'en a pas parlé, mais ça c'est vraiment hyper important. Ça peut, je pense que moi, s'il y en a plusieurs, je pense que ça peut ne pas me donner envie de faire un premier call. Parce qu'un CV, c'est votre représentation. Si vous n'avez pas passé de temps sur un CV, s'il est bâclé, non, on ne va pas forcément avoir envie d'investir notre temps non plus, quoi. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aurait des questions ? On a encore 15 minutes là pour poser des questions. Sinon, moi, j'en ai d'autres qui sont préparées, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public ? On va dire que c'est un non, mais il n'y a pas de souci, j'ai des questions en tête. Moi, je me posais du coup la question pour les candidats qui nous écoutent. Typiquement, le screen call sur 15 minutes, c'est quoi un peu, peut-être, comme disait Caroline, c'est quoi la chose que le recruteur doit partir avec comme idée de vous ? Qu'est-ce qu'il faut projeter, en fait, même si c'est hyper rapide ou peut-être impersonnel parce que c'est au téléphone, qu'est-ce qu'on doit préparer et se dire, voilà, si à la fin du call, le recruteur part avec cette idée-là de moi, c'est que en tout cas, j'aurais tout donné et j'ai mes chances. Tu parlais de sprint call. Screen call. Ouais, du coup, pour tout le monde, on utilise beaucoup d'anglicisme, on est désolé. Mais du coup, peut-être c'est la première étape, en fait. C'est un peu ce que vous faites aujourd'hui sur Career Match, c'est les premières 15 minutes de séduction qui permettent de valider ou pas si il y a un fit si votre profil correspond ou pas avec la recherche. Ouais. Déjà, je pense qu'il faut un minimum de 40 minutes pour pouvoir avoir une vraie discussion sur un premier échange. Je ne sais pas quelle est votre pratique. Ouais. Plutôt 45 minutes sur un premier échange. Il s'agit en fait d'être hyper précis, en tout cas sur son projet professionnel. Pourquoi est-ce qu'on est là ? Pourquoi on a cette conversation aujourd'hui ? Savoir, on en parlait tout à l'heure, se présenter en 2-3 minutes et également choisir les bons projets qu'on a envie de mettre en avant, qui sont représentatifs de son expertise et du scope sur lequel on a pu précédemment travailler, quoi. Ouais, je suis assez d'accord sur le timing. 15 minutes pour évaluer quelqu'un, c'est frustrant en fait même. Moi, je fais aussi des calls de 45 minutes. Et c'est pour ça qu'on peut repartir sur l'idée du CV et de la lettre de motivation. C'est que dans certaines entreprises, vous allez avoir ce premier phone screening. Il y en a d'autres où en fait, on préfère directement avoir un premier échange véritable, vraiment où on peut rentrer dans le sujet.
Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vous louper sur votre CV. Voilà. C'est vrai que de notre côté, Ignition Programme, c'est un peu différent parce que nous, on est le screening de la boîte. Donc souvent, les startups qui passent par nous n'ont pas cette première étape puisqu'on l'a fait aussi. Après, c'est vrai que souvent, vous allez aussi être confronté à des screenings qui sont plus courts. Je sais qu'il y a des boîtes qui le font. Peut-être que ça leur convient aussi. Moi, je dis que quand je finis un entretien, en général, il faut que le candidat m'ait laissé une image de motivation. Vraiment, je trouve que quand un candidat était à l'écoute, qu'il a été souriant, qu'il a montré qu'il avait envie d'y arriver, déjà, je me disais, il y a peut-être quand même quelque chose à faire, même si sur telle compétence, je ne suis pas sûre. Allons le vérifier sur un deuxième entretien, parce que le fit humain, aujourd'hui, est quand même très, très important. Les compétences, il y en a beaucoup, et vous êtes beaucoup à les avoir. Mais par contre, le côté humain, ça, c'est aussi le côté match dont on parlait tout à l'heure. Voilà, on ne matche pas forcément avec toutes les boîtes, et c'est aussi OK. Mais du coup, c'est ça qui est important de vérifier. Ouais, si je peux juste rajouter quelque chose, il y a effectivement ce côté match et en fait la seule question à laquelle je dois être capable de répondre à la fin de l'entretien, c'est est-ce que j'ai envie de bosser avec cette personne-là ? En fait, est-ce que si jamais j'ai un projet à 2h du matin avec Michel, par exemple, est-ce que j'ai envie de me dire « Ah, c'est trop bien, en fait, c'est chiant parce qu'il est 2h du matin, mais c'est pas grave parce que c'est Michel ». C'est vraiment la seule question que et même, en fait, les gens qui font les entretiens avec moi, c'est la seule question à laquelle je leur demande de répondre. Et peut-être pour repartir sur du concret, on a en face de nous peut-être des personnes qui n'ont jamais eu d'expérience professionnelle, que ce soit un stage. Et comment est-ce qu'on fait pour se prouver pour la première fois qu'on nous donne une chance, quoi ? Quand on recherche un stage, c'est vrai qu'on a finalement peu d'expériences professionnelles à mettre en avant. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aussi ce qu'on a appris dans des expériences associatives, des expériences sportives. Donc ça, ce sont tout à fait aussi des expériences qui se mettent en avant. Il s'agit aussi de se préparer à en parler et justement à le mettre en perspective par rapport aux compétences qu'on a pu développer. Ça peut être de la collaboration, de l'orientation résultat, de l'organisation. Voilà, c'est juste que... ça se prépare, mais en tout cas, c'est complètement des éléments qui font sens et qui sont tout à fait valorisants dans votre candidature. Ouais, il y a plein d'éléments, on va dire, extra-professionnels, hors pro. Et oui, il y a des gens qui, en effet, ont plus d'expérience pro que vous, mais en fait, peut-être que ces personnes-là, elles ont pas fait 10 ans de tennis et que le recruteur en face de vous, il sera passionné de tennis, ou que le CEO, il aura fait un tour du monde à la voile. Il se trouve que vous aussi, quel hasard de dingue. Je pars sur des trucs peut-être un petit peu loin, mais vous voyez, il y a plein de choses que vous avez fait dans votre vie qui peuvent être intéressantes, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de se renseigner sur son interlocuteur, voir qu'est-ce qui potentiellement pourrait faire tilt chez lui. Peut-être que voilà. Moi souvent c'est des accroches que j'ai pu avoir qui ont marché. D'être avec moi, face à moi, quelqu'un qui a fait le même sport que moi, et en stage, ça a souvent marché. Voilà. Ouais, effectivement, en fait, vous avez, pour la partie un peu technique, vous avez les soft skills, donc vraiment ces compétences interpersonnelles, et les hard skills. Quand on est en stage, vu qu'on n'a jamais vraiment eu de première expérience, on n'a pas forcément développé ces hard skills. Mais je rebondis vraiment sur ce que disait Marine. En fait, dans la vie de tous les jours, on apprend. Donc, il faut mettre ces compétences-là qui sont pas forcément pour vous innées, mais qui peuvent être vraiment hyper intéressantes. Je rajouterais aussi sur le CV, encore une fois, dans les hobbies. Alors, tout le monde aime voyager. Ça marche aussi sur les applis de rencontres. Mais si en fait vous avez fait un voyage qui vous a marqué, dites-le et pourquoi. Pareil, si vous aimez lire, quel type de livre vous avez lu ou quel est le dernier livre que vous avez lu, pour créer en fait une conversation, une discussion autour de sujets sur lesquels en fait nous, recruteurs, on a envie de vous amener. Parce qu'effectivement, quand on cherche un stagiaire ou un alternant ou quelqu'un qui n'a pas forcément d'expérience, on va se concentrer sur ces fameux soft skills. Moi, si j'ai envie de chercher, par exemple, un data analyst en stage, j'ai envie que cette personne-là, ce soit quelqu'un d'organisé, que ce soit quelqu'un de rigoureux, que ce soit quelqu'un qui soit autonome. Donc, en fait, toutes ces choses que vous ne voyez peut-être pas, faites l'exercice avec vos amis, demandez-leur vos qualités.
demandez-leur vos axes d'amélioration. Je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus à parler d'axes d'amélioration parce qu'on n'est pas tous parfaits, enfin personne ne l'est d'ailleurs, mais c'est comme ça aussi qu'on capitalise beaucoup sur la montée en compétences. N'hésitez pas non plus à dire ce que vous recherchez parce qu'il y a beaucoup de... Je trouve que c'est assez, encore une fois, paradoxal, mais on ne peut pas être la bonne entreprise pour vous si on ne sait pas ce que vous recherchez. Et en fait, ne pas matcher avec toutes les boîtes, c'est normal. On ne matche pas avec tout le monde non plus. On ne trouve pas tout le monde beau, quoi. Donc, du coup, il faut pas hésiter. Pour trouver vraiment la bonne entreprise, je pense qu'il faut être capable de savoir ce qu'on recherche. Et des fois, je trouve que c'est le plus dur, en tout cas, pour moi. Et est-ce qu'il reste une question dans le public ou pas ? Vous avez été assez timide. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier tips en tant que recruteur que vous pourrez donner aux personnes qui nous écoutent ? Quelque chose qui vous tient à cœur ou que vous essayez de conseiller à quelqu'un une fois que vous conseillez à quelqu'un que vous avez vu en entretien et peut-être ça n'a pas bien marché et un axe d'amélioration qui pourrait s'appliquer à tous ? Moi, souvent, ce que je dis, peut-être même pas tant que ça à mes candidats, mais plus à mes amis qui sont un peu plus jeunes et qui vont chercher leur premier job, c'est oser. Enfin, c'est un peu la réplique qui a vous faire rire, mais oublie que tu n'as aucune chance, fonce. Parce que c'est pas parce que sur la boîte cherche le mouton à 5 pattes qui évidemment aura fait toutes les études, aura toutes les compétences, 5 ans d'expérience, etc. Ils vont pas forcément trouver cette personne qui aura ce profil-là qui recherche. Peut-être que vous serez la personne la plus proche de ce profil-là qui recherche. Donc c'est pas parce que ils demandent toutes ces choses-là, si vous n'avez que 4 sur les 5, eh ben, allez-y quand même, on sait jamais. Ça pourrait marcher. Et si ça marche pas cette fois, ils pourraient quand même se souvenir de vous. Si vous avez été motivé, que vous avez montré que vous en vouliez, eh ben, ils se souviendront de vous aussi. Oui, tout à fait aligné sur ça. C'est vraiment pas se brider et se dire voilà, ça c'est le job que j'ai envie d'avoir assez rapidement. J'y vais, je postule et j'aurai sûrement l'opportunité de pouvoir donner encore plus d'informations sur ma motivation de vive voix, quoi. Et n'hésitez pas à relancer aussi. En fait, en tant que recruteur, dépendamment du nombre de volumes et dépendamment du nombre de recruteurs qu'on peut avoir dans une boîte, il faut savoir qu'on passe entre 10 et 15 secondes, et encore des fois, je pense que je peux être gentille avec le 15 secondes sur un CV. Des fois, on n'a pas la science infuse non plus, et puis on est des humains, donc on peut se tromper. Moi, j'ai souvent repêché en fait des personnes qui m'avaient envoyé leur CV, mais où en fait c'était pas moi qui avais réceptionné leur CV, donc du coup j'avais pas vu leur CV et en fait je les ai recontactés, etc. Donc il faut jamais hésiter à relancer aussi. Encore une fois, ça va avec le oser, mais envoyer un petit message sur LinkedIn, envoyer un petit mail, voilà. Il faut jamais hésiter à relancer, je pense. Super, écoutez, merci beaucoup à toutes les trois. Ça nous laisse 5 minutes de pause jusqu'au prochain rendez-vous. Donc à tout à l'heure. Merci. Ouais, t'appuies longtemps sur le...